Bonsoir. Merci à tout le monde d'avoir répondu présent. Comme vous voyez, j'ai un petit souci de voix, donc j'ai mis une petite écharpe. Je pourrais faire un concours avec Christophe Barbier, bleu contre rouge. À une petite estrade, effectivement, je n'avais pas vu, je m'étais mis au milieu. Merci à l'organisation. Ah, du coup, je vais être grand. À la différence de certains présidents, je n'ai pas besoin de me cacher sous un bureau, qu'on ralentit. Merci d'être venu ce soir. Je m'appelle Alexandre Langlois, je suis candidat à l'élection présidentielle. Je suis un mari et un père comblé par mes 2 enfants. Et c'est pour eux que je suis candidat. Parce que justement, l'avenir est important. Nous avons tous des enfants, des petits-enfants ou des proches qui vont grandir dans l'avenir et on ne veut pas leur laisser un monde tel qu'on le connaît aujourd'hui. Je suis policier. J'ai toujours eu à cœur de défendre mes concitoyens et l'intérêt général. Et c'est bien pour cela que j'ai envie de continuer mon engagement. Parce que malheureusement, au sein de l'institution et de la fonction publique, tout est bloqué, tout est vérolé. Et il faut reprendre les leviers du pouvoir. Je suis également syndicaliste, parce qu'avant de me lancer dans des combats nationaux et politiques, j'ai déjà essayé de faire à mon échelle. Parce que si chacun amène sa petite goutte d'eau, eh ben, à son niveau, les choses peuvent déjà se débloquer. Malheureusement, en France, tout est bloqué en ce moment. Plus personne ne s'écoute, tout le monde est contre son voisin, et chacun cherche à avoir raison en criant plus fort que la personne à côté de lui. Mon programme s'inspire de nombreux constats et de faits dans tous les domaines que les gens ont pu considérer. Il y a eu des idées qui ont été prises par le mouvement des Gilets jaunes, par différentes personnes que j'ai pu rencontrer. Et c'est un projet qui a été élaboré collectivement, qui ne se veut pas vertical du haut vers le bas, mais au contraire de la subsidiarité qui monte du terrain. Aujourd'hui, la Ve République est devenue une recyclerie d'hommes et de femmes politiques, dont le rejet actuel a permis, en 2017, l'ascension d'Emmanuel Macron, et aujourd'hui d'avoir Éric Zemmour, qui est proposé pour le second tour, selon les médias, à l'élection présidentielle. Moi, sincèrement, ça me fait très peur pour notre pays, pour nos cultures, pour les valeurs qu'on peut partager, qu'on fait la grandeur de la France. Je ne veux pas d'un monde comme ça pour mes enfants. Je veux qu'ils soient épanouis, curieux, ouverts d'esprit, libres et responsables. Oui, libres et responsables, 2 valeurs qui me tiennent à cœur et qui sont transversales par rapport à tous les courants, tous les mouvements, et qui devraient être le fondement ou le refondement de cette société. Car aujourd'hui, nous avons beaucoup de gens qui nous privent de nos libertés sans en assumer les responsabilités. Et à l'inverse, nous sommes responsables de beaucoup de choses et de beaucoup de errements sans avoir la liberté d'action et d'agir. Nous devons sortir de ce cercle vicieux dans lequel la misère, qu'elle soit financière, sociale, familiale, sociale, scolaire, culturelle, crée un terrain favorable à la culture de la haine. Les disparités ne sont pas une faiblesse pour une société, sont des forces. Elles doivent être considérées comme une chance pour la préservation de notre culture et de notre histoire. Car elles définissent qui nous sommes. Sommes-nous des barbares inhumains ou sommes-nous des humanistes raisonnés et sensibles? La question, par exemple, de l'immigration est traitée dans notre programme. Bien loin des clivages et des guerres de chapelle qu'on veut nous présenter à longueur de journée, en cherchant un mécanisme juridique équilibré qui permet de limiter l'immigration clandestine tout en permettant l'intégration des nouveaux arrivants, suffisamment contrôlé d'un point de vue quantitatif afin d'accueillir les gens dignement. La dignité que nous oublions de plus en plus dans notre société. Rappelons-nous d'ailleurs à ce sujet que la France est le premier pays au monde à avoir aboli l'esclavage sur son territoire, lorsque Louis X le Hutin, en 1315, prit l'idée suivante: le sol de France affranchit les esclaves qui le touchent. Dans la poursuite de cette philosophie, la France doit rester une terre d'accueil, une terre d'asile pour ceux qui défendent les valeurs de notre pays, au-delà de la nationalité. Petit aparté, des Américains, en 1789, ont eu la nationalité française pour avoir défendu les mêmes valeurs que la Révolution française. Notre politique migratoire en dit long sur ce que nous sommes. Mais nous sommes aussi le pays de Montesquieu, Rousseau, Constant, avec une culture travaillée des grands auteurs, en déplaise à certains présidents et politiques qui ne reconnaissent aucune culture française. La démocratie fait partie de notre ADN. C'est peut-être d'ailleurs pour cela qu'ils l'ont oublié. Et depuis longtemps, petit à petit, insidieusement, on nous la confisque. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est que c'est à ceux à qui nous l'avons confiée qui nous la volent.
qui nous en dépouillent. Ils votent des lois, des impôts, mais ne rendent jamais de compte. À chaque fois, c'est pour nous dire « payez plus et taisez-vous ». Rousseau écrivait d'ailleurs que les peuples démocratiques se trompent fort s'ils se sentent libres, car ils ne le sont que lors de l'élection. Et c'est ce qu'on vit aujourd'hui. On nous parle d'une démocratie, on nous parle de faire vivre le peuple, et en fait on est appelé que tous les 5 ans aux urnes, dans un processus, nous n'avons aucune garantie de ce qui se passe derrière. Même notre grille-pain a une garantie. On peut aller le changer s'il ne nous convient pas. Nos politiques, qui vont diriger toute notre vie pendant 5 ans, nous n'avons aucun mot à leur dire, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Nous leur signons un chèque en blanc. C'est pourquoi il nous est apparu primordial de proposer de modifier la Constitution pour introduire un véritable référendum d'initiative citoyenne, tant au niveau national que local, et d'éviter que la Constitution ne puisse être changée que par les sénateurs et les députés, comme la trahison que nous avons vécue au moment de la Constitution européenne. Je vais prendre un exemple. Moi j'aime beaucoup les jeux de société, les jeux de cartes. C'est comme si, dans une partie de belote, une équipe disait « on va changer les règles parce que je n'ai pas les bonnes cartes en main ». Et la deuxième dit « non, on voudrait qu'on se mette tous d'accord ». C'est ce que nous vivons, des gens qui changent les règles dans leur petit cénacle, sans prendre en compte le collectif. Cette proposition doit inviter les citoyens à se réconcilier avec la politique en ayant la possibilité de participer directement au débat public. Pour en finir avec cette idée, le RIC est sans doute la proposition la plus emblématique qui résume le mieux notre philosophie générale, liberté et responsabilité. Effectivement, on peut faire des changements dans la société, on peut s'investir dans la vie publique. Mais après, il faut assumer les choix. Il faut pouvoir aller de l'avant. Bien évidemment, aujourd'hui, on veut opposer à la fois souveraineté populaire directe, avec des gens qui proposent un RIC en tout et pour tout et partout, à la souveraineté représentative. Nous pensons qu'un équilibre est entre les deux, que certains sujets nécessitent de la souveraineté populaire directe et que le reste du temps, pour la gestion des affaires courantes, pour des décisions qui ne nécessitent pas des débats de société longs et profonds, nous pouvons faire confiance à nos représentants. D'ailleurs, c'est une des mesures que nous voulons remettre au goût du jour, c'est des représentants qui travaillent avec les citoyens. C'est pour cela, par exemple, que nous proposons de limiter le nombre de députés à 251 binômes. Binôme, pourquoi? Un qui pourra toujours siéger au sein du Parlement et un autre qui pourra être en circonscription. Et chacun pourra inverser les rôles comme ils le souhaitent dans leur agenda. Ce qui évitera, ce qu'on peut voir malheureusement assez souvent, même les mercredis où les séances sont filmées, une assemblée quasiment vide et des lois qui sont votées par une soixantaine de personnes présentes, ou alors des fois des gens qui jouent la montre et qui passent des projets de loi à 3 heures, voire 5 heures du matin, quand la fatigue a emporté tout le monde. Là, au moins, les députés pourront se relier, s'entraider et aller de l'avant. Vous sentez-vous libre de penser ce que vous voulez et de l'exprimer? Pas toujours. Et c'est pourtant le sens de la démocratie. Toutes les voix comptent. Celles qui vivent en ville, autant que ceux qui vivent dans les banlieues, autant que celles des paysans, des agriculteurs, des campagnards, des ruraux, des salariés, des chômeurs, des patrons, des artisans, des libéraux, etc. La liste est non exhaustive. J'ai vécu moi-même en banlieue parisienne et je suis aujourd'hui installé dans un petit village en Bretagne où je suis conseiller municipal. À ce titre, j'ai pu constater les difficultés rencontrées par les élus locaux, qui sont les premiers interlocuteurs des citoyens. L'État néglige trop ces collectivités. La décentralisation politique devrait donc être réadaptée pour permettre une action publique efficace, mais surtout accessible. Pour assurer une proximité effective, il faut redonner du pouvoir aux communes. Aujourd'hui, dans le mandat municipal que je peux avoir, on constate qu'il y a beaucoup de subventions qui viennent d'en haut et qui influencent les projets qui peuvent être décidés sur le territoire. Alors que l'inverse de la subsidiarité qu'on porte, ce serait plutôt l'inverse. Le territoire décide de ce qu'il veut faire, et puis après, on trouve les financements. Mais toutes les collectivités, quels que soient leurs échelons, ont été dépossédées de leur pouvoir, par exemple, de justifier l'impôt, de le mettre en place, et pour vivre de subventions qui permettent, du coup, de limiter la démocratie locale. Dans l'autre sens également, il est aussi capital d'instruire les enfants et les adolescents sur les services publics, le droit des institutions politiques et françaises. Rien de nouveau à l'horizon.
C'était déjà le programme de Jean Jaurès au début du XXe siècle, qui se plaignait en disant qu'il faut former des citoyens. Et pour cela, il faut que les enfants à l'école puissent à la fois connaître l'histoire de France, la géographie du pays et les institutions dans lesquelles ils vivent. On a pu voir, par exemple, aux élections départementales et régionales, des gens à qui on posait la question « à quoi ça sert ?» Ils ont dit « je ne sais pas, donc je ne vais pas aller voter ». La moindre des choses, c'est que justement, on instruise des citoyens pour que demain, ils puissent s'investir, qu'ils comprennent pourquoi ils vont voter, pourquoi ils peuvent participer à la vie du pays, en quoi ils sont importants, tout simplement, et qu'on ne les laisse pas et qu'on ne les marginalise pas. Trop nombreux sont ceux qui ne connaissent pas et se retrouvent de facto exclus du système. Je ne veux pas cette France qui laisse certains d'entre nous au bord de la route, qui sont des intérêts sans remords. Je veux une France libre, responsable, instruite et éduquée. Trop nombreux ceux qui pensent qu'une partie des Français est assistée. Que savons-nous de cela? L'assistanat n'est certainement pas une situation bien vécue par une écrasante majorité des Français qui veulent travailler. Mais ont-ils le choix? Le travail est source de relations sociales, sans laquelle chacun finit par s'isoler, avant que l'isolement ne se transforme en haine contre le système. Nous ne voulons pas de cette société duale, inégale, inique. Nous voulons une société dans laquelle les citoyens savent qu'ils peuvent compter sur les représentants et l'administration pour les aider à vivre mieux, à devenir libres, responsables, à être tirés vers le haut et non laissés et assistés dans la médiocrité. Le devoir de solidarité impose à l'État de venir au secours de ceux qui souffrent. La vie n'offre pas les mêmes chances à tous. Il y a ceux qui naissent dans des familles plus aisées que d'autres, ceux qui gagnent au loto, ceux qui n'ont pas ces destins et qui sont les plus nombreux. C'est nous, c'est moi, c'est vous. Je veux faire en sorte que la République soit à nouveau sexy. Je veux qu'elle soit source d'espoir, d'ambition, d'aspiration à un idéal social. Je veux qu'elle donne à tous les mêmes chances de réussir, d'atteindre ses objectifs, de vivre ses rêves. En la matière, nous proposons par exemple de réformer la fiscalité des droits de succession. Alors pas comme les derniers projets qui ont été proposés par différents groupes politiques, par idéologie, en voulant taxer plus les droits de succession des plus riches, ou moins les droits de succession des plus riches, mais de s'occuper des classes moyennes et populaires, pour justement permettre de léguer un patrimoine à nos enfants de façon normale et juste. Et ça, personne ne s'en est occupé de ce côté-là. La devise de la République doit guider l'action publique. Depuis des années, les politiques publiques menées par les gouvernements successifs sont allées à l'encontre de ces idéaux. Toujours moins de liberté, moins d'égalité et jamais de fraternité. Dans le film À bout de souffle, un des personnages reconnaît « Je ne sais pas si je suis malheureux parce que je ne suis pas libre ou je ne suis pas libre parce que je suis malheureux. » Un peuple libre est un peuple heureux. Un peuple heureux est un peuple libre. L'offre politique actuelle est manifestement contraire à cette idée. Ma philosophie, au contraire, va dans ce sens. Liberté, égalité, fraternité. Nous avons ajouté pour cette campagne l'idée de responsabilité qui rassemble toutes ces idées. La première, c'est que toute forme de liberté implique pour son titulaire d'être responsable de ses actes lorsqu'il exerce cette liberté. Autrement, ce serait la loi de la jungle, la loi du plus fort, ce que malheureusement nous subissons de plus en plus. Il est essentiel de redorer cette valeur, celle qui est d'assumer ses actes. La responsabilité est aussi une invitation à réacquérir le goût de l'effort, du travail bien fait, bienveillant et profitable à toute la société. C'est pour ça que nous voulons sortir des démarches marchandes, du toujours moins-disant économiquement, mais qui en général sous-entend une casse sociale et écologique. Mais au contraire, de revoir, par exemple, déjà les commandes publiques, que l'État soit un moteur d'inspiration et d'exemplarité en prenant à la fois la qualité du prix, mais également le social, l'environnemental. Parce que des achats, les projets de société, ça se développe à tous les niveaux. Ça ne doit pas rester que de l'argent comptable, mais de se dire, comme disaient certains patrons, j'allais dire, dans les années 70, leur objectif, ils étaient contents en disant combien ils avaient de salariés. Aujourd'hui, ils veulent savoir combien ils ont d'argent sur leur compte bancaire. La philosophie a changé. Avant, il y avait des maillons essentiels à la société qui sont transformés, par exemple l'argent en but, alors que l'argent devrait être un moyen. La responsabilité permet de réapprendre ce don et cette envie par le travail. La seconde concerne surtout l'État et ses représentants qui devront faire preuve de la plus grande exemplarité. Cet après-midi, je vous raconte une anecdote, j'ai été convoqué par un juge d'instruction.
parce que dans mes fonctions de syndicaliste, j'avais osé me porter contre ma hiérarchie pour défendre des conditions de travail déplorables à la police judiciaire de Versailles, ayant abouti au suicide, à tentative de suicide, pardon, d'une de mes collègues. Et aujourd'hui, j'ai été mis en examen pour avoir outragé les directeurs. On inverse les choses. C'est-à-dire que plutôt qu'on défende la vie, on défend une caste. Donc l'exemplarité doit venir d'en haut, et cette exemplarité, on ne doit pas forcément essayer de mettre tout sous le tapis pour se déresponsabiliser, accuser son voisin du travail qu'on n'a pas fait. Cette même hiérarchie avait déjà décidé de me poursuivre sur un plan disciplinaire, et un conseil de discipline m'avait relaxé. Je raconte l'anecdote parce que j'ai toujours été noté correctement d'un point de vue professionnel, mais à ce conseil de discipline, il y avait un combat sur la liberté d'expression qui a voulu être enterré. Et j'avais pris des choses très larges, des gens de divers bords politiques, de diverses orientations qui étaient venus, justement en se disant il y a quelque chose qui nous rassemble, qui nous dépasse et qui dépasse les clivages. J'avais la chance d'avoir un délégué d'un syndicat plutôt classé à droite, voire d'extrême droite. J'avais M. Gérard Miller, un chroniqueur et psychanalyste, et David Dufresne, qui a été connu pour ses films sur un pays qui se tient sage. Et toutes ces personnes ont dit nous sommes à la même table. Nous partageons des fois des idéologies diamétralement opposées. Mais pour la liberté d'expression que cet État veut confisquer, nous sommes présents. Et le conseil de discipline, du coup, n'a pas rendu de sanction. Mais le ministre avait décidé, lui tout seul, dans sa tour d'ivoire, de faire l'inverse. Donc c'est un seul homme en haut de la pyramide qui m'a sanctionné. Et après, évidemment, l'acharnement politique ne s'est pas arrêté là. Comme je vous l'indiquais, il a porté des affaires devant les tribunaux, en manipulant la troisième voie et la troisième puissance de l'État, la justice. Effectivement, aujourd'hui, nous avons une justice aux ordres de l'exécutif. Ça a été rappelé par Emmanuel Macron très clairement. Les procureurs sont aux ordres du pouvoir exécutif et par Mme Belloubet, garde des Sceaux. C'est pour ça que dans le programme, pour remettre la justice au service du peuple et garantir son indépendance, nous proposons que les procureurs soient élus. Comme ça, ils ont l'initiative des poursuites, mais pour garantir effectivement la vindicte populaire, des juges restent du siège ne sont pas élus. On trouve un mixte entre les deux pour garantir l'indépendance de la justice et certaines enquêtes iraient peut-être plus vite. Et certaines comparutions immédiates le continueraient peut-être, mais par exemple l'affaire Benalla irait peut-être plus vite. Et la comparaison d'une vitesse, une justice à deux vitesses serait peut-être atténuée. Donc ces comportements bassement politiciens sont abjects. C'est une vision calculatrice et étriquée de la politique que je veux combattre. La politique doit être au service des citoyens et non d'une poignée d'oligarques. Au fond, cela se résume en une seule question. Quelle société, quel pays, quel monde voulons-nous laisser à nos enfants ? C'est à ce à quoi nous avons réfléchi avec mon équipe de campagne, les élus que je rencontre, les responsables associatifs avec qui je dialogue. La réflexion continue, avec vous, pour parfaire notre programme, car effectivement, ce n'est pas un bloc idéologique monolithique, mais un programme non exhaustif en constante évolution. Dans la même idée qui nous anime, de réintroduire des moyens de démocratie directe, nous sommes désireux de débattre et de discuter de nouvelles idées avec chacun d'entre vous. Que vous nous rejoigniez comme sympathisants, militants ou même ambassadeurs, ou même que vous ne me souteniez pas, mon équipe et moi-même sont impatients d'échanger avec vous. Aux antipodes de ce que je vous propose avec ce programme, il y a les dangereux passéistes, les révisionnistes, qui révisitent le roman national et qui mobilisent les foules des citoyens exténués par la situation en livrant des discours de haine. Ils jouent sur nos peurs au lieu d'être porteurs de messages d'espoir et de solutions concrètes pour que la France conserve son âme. Il y a les mammouths de la politique, les candidats bien installés depuis des années, qui ont fait de la politique leur gagne-pain. Ceux-là même qui nous font des promesses à chaque séance électorale, reniant parfois leurs propres convictions. Ceux-là qui votent des politiques publiques au gré des vents favorables, lorsqu'ils défendaient le contraire quelques mois auparavant. Chacun de ces candidats médiatisés s'autoprogramme l'héritier de la pensée politique du général de Gaulle. Aucun ne lui arrive à la cheville, malgré qu'ils aient tous défilé à Colombey-les-Deux-Églises dernièrement. Aucun responsable politique ne devra avoir le droit de s'accaparer cet héritage. C'est celui de tous les Français. Le général était un visionnaire, il avait une idée de la France. Il suffit de lire ses mémoires pour s'en convaincre. Ceux qui s'en réclament, sans aucune morale, font la démonstration qu'ils ne l'ont pas comprise lorsqu'ils en revendiquent le monopole. La vision que De Gaulle avait de la France lui appartient. Et elle appartient aujourd'hui à tous les Français. C'est un héritage partagé, un héritage national qui nous donne une idée de qui nous sommes, d'où nous venons et jusqu'où nous pouvons aller tous ensemble. Cet héritage nous invite à penser à l'avenir,
plutôt que de rester dans des positionnements haineux, clivants et passéistes. Les rédacteurs de notre Constitution ont élaboré un texte qui doit s'adapter aux réalités politiques. N'ayons crainte de le réformer en conservant son esprit et d'y apporter plus de démocratie directe. C'est le mouvement qui est attendu par une grande majorité des Français. Nous le savons. Ayons le courage d'aller jusqu'au bout de nos ambitions. Mais le discours de vérité n'est plus une valeur morale des dirigeants politiques. Eux tous nous mentent et nous manipulent. Ayons enfin le courage de les renier. Ce n'est pas nous qui avons besoin d'eux, mais eux qui ont besoin de nos voix. Privons-les de nos suffrages pour les porter vers un projet véritablement démocratique. Dans mon propre parcours politique, j'ai pu travailler un court instant avec la France insoumise. À l'époque, je pensais que ce mouvement politique courageux pouvait nous aider à faire bouger les lignes. J'ai rapidement compris que ça ne pouvait pas être le cas. La lourdeur des appareils partisans, les guerres d'ego plombent les ambitions nationales au profit des logiques carriéristes individuelles. On sacrifie des idées pour des postes. Ce n'est pas ça avoir le sens de la démocratie. Je ne suivrai aucune logique partisane. Seul l'intérêt collectif, l'intérêt populaire, l'intérêt national m'anime. Cette expérience m'a beaucoup appris, et mes responsabilités de conseiller municipal également. Je sais au niveau local l'implication que suppose une campagne électorale et un mandat politique. J'ai conscience de la lourde tâche qui m'attend, bien plus grande que la fonction qui m'occupe aujourd'hui. Malgré cela, je suis prêt. Je suis convaincu que nos idées auspicieuses, nouvelles et courageuses doivent être soumises à l'avis des Français. Il faut une véritable alternance, un retour à la démocratie. De l'espoir plutôt que de cultiver les craintes et les clivages. Je veux être un candidat de la vérité, du discours franc et mesuré, un candidat de conviction, un candidat citoyen, un candidat de l'union, un candidat de la réunion. Je ferai de l'exemplarité des représentants un impératif essentiel. Aucun ministre, aucun préfet, aucun haut fonctionnaire ne pourra conserver ses fonctions s'il est mis en examen ou condamné pénalement. Ce qui évitera certains ministres d'être nommés alors qu'ils sont sous le coup de procédures judiciaires pour accusation de viol ou conflit d'intérêts à des ministères régaliens qui gèrent eux-mêmes les choses. Au moins, dans l'ancien monde, les gens avaient la décence de démissionner le temps que les enquêtes se terminent. Mais pour éviter ça, effectivement, il faut que le peuple puisse se ressaisir. Autant la révocation des élus semble compliquée, nous pouvons voter pour ça, autant les personnes nommées, il est intéressant que le peuple puisse dire écoutez, telle personne, nous n'avons pas eu le choix de la choisir, par contre, nous pouvons avoir le choix de la démettre. Je serai un président également démocrate, jusqu'au bout des ongles, un président détaché des logiques partisanes, un président qui tiendra ses promesses, en tenant un dialogue constant avec le Parlement. Dans ce sens, la suppression de l'article 49.3 semble nécessaire. Je serai le président de tous les Français, et non d'une caste ou d'une chapelle.